Bon, donc là, je vais revenir sur les discussions d'aujourd'hui pour donner quelques conclusions. Bien sûr, c'est trop d'attendre de moi une espèce de synthèse de toutes ces communications qui sont assez diverses. Et d'ailleurs, je suis responsable en grande partie pour la diversité. Donc, j'ai justement voulu que ça soit une discussion diverse à la fois d'un point de vue géographique, mais aussi d'un point de vue donc, des cultures et des religions qui étaient en question. Alors, bien sûr, vous avez vu que j'avais choisi d'axer la discussion un peu autour finalement du christianisme. C'est-à-dire, on a eu une importance plus considérable donnée au christianisme qu'aux autres religions. Et je pense que ça aussi, c'est un choix qui a à voir avec le fait qu'en fin de compte, l'époque moderne, le 16e, 18e siècle, c'est un moment, disons, de l'expansion des empires européens qui soutenaient souvent leurs projets en utilisant justement la religion et le christianisme en tant qu'idéologie, ce que se voit assez clairement quand on est dans un cadre comme l'Atlantique Sud, mais même ailleurs dans le monde. Donc, c'était un peu mon idée tout d'abord d'avoir une discussion portant sur la diversité à l'intérieur du christianisme avant même du XVIe siècle et l'essor tout d'abord du protestantisme et puis de la contre-réforme. Et donc, bien sûr, on est dans un cadre où ça, c'est pas du tout quelque chose qui se fait tout simplement dans le cadre d'un axe entre, disons, christianisme occidental et christianisme oriental. Il y a souvent des troisièmes ou même des quatrièmes qui vont jouer un rôle. Et dans le cas particulier où on a commencé cette matinée avec la communication de Camille Ruxpetel, en fait, on a aussi compris qu'il faut prendre en compte le cadre qui est donné par les Mamelouks et par ces gens qui, effectivement, ont contrôlé la Terre Sainte pendant des siècles. Je reviens en fait à l'idée qui a été maintenant démontrée par des spécialistes du monde ibérique à la fin du XVe siècle, que les Mamelouks étaient bel et bien dans l'imaginaire des rois de Castille. Par exemple, on disait, et probablement avec raison, que les musulmans habitant en Castille dans la deuxième moitié du XVe siècle avaient des rapports avec les sultans mamelouks et qui avaient même songé à appeler les sultans mamelouks à leur aide quand ils allaient être expulsés de l'Espagne par les souverains catholiques, ce qui ne s'est jamais produit. Mais donc, il y a une espèce de triangle qui se fait là, et en fait, c'est même plus compliqué que ça, parce qu'il faut aussi prendre en compte les Éthiopiens et les Coptes, et ainsi de suite. Donc, on est déjà dans un cadre, je dirais, d'un monde chrétien qui est complexe, qui est divisé. Et puis, on a aussi la même possibilité quand on revient vers le monde musulman. Bien sûr, le cadre dont Alexandre Papas nous a parlé, c'était plutôt, pas entièrement, mais plutôt un cadre sunnite, mais en fait, dans les marges et parfois même à l'intérieur de l'Asie centrale, il y a des populations qu'on peut décrire comme autres que sunnites, des hétérodoxes, entre guillemets, des gens qui étaient plus ou moins proches au chiisme, et bien sûr aussi des gens qui appartenaient à des croyances un peu mélangées en utilisant parfois des ressources venant à la fois de différentes traditions religieuses. Ça me fait penser toujours à ce moment quand l'envoyé Guillaume de Rubruck part voir le Khakan mongol. Donc, il passe par l'Asie centrale et à un moment donné, en fait, il est chez des gens qu'il ne reconnaît pas. En fait, il les décrit sans savoir qui ils sont. Et puis, les commentateurs modernes qui ont fait des notes savantes ont décidé finalement qu'il était chez les Manichéens sans le savoir. Donc, en réalité, il y a donc cette espèce de monde extrêmement compliqué
où on n'a pas seulement ces espèces de grands ensembles en jeu, mais toujours des petits groupes qui sont souvent en train soit de cacher ou plus ou moins de cacher leur identité. Alors, c'était aussi l'idée, et là, je suis à la fois, comme un certain nombre d'entre vous, un peu horrifié, mais aussi, je pense, ça m'a beaucoup appris d'entendre ce qu'était la France au XVIe siècle par la vision que nous a présentée Denis Crouzet. Ça me faisait penser à, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, mais il y a le texte de Golding qui s'appelle Lord of the Flies. Le Seigneur des mouches, hein? Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça. Hein? Le Seigneur des mouches. Ça m'a évoqué un peu ce genre de situation. Mais bon, il y a les questions qui restent ouvertes. La question qui a été posée, entre autres, par Eugenio dans ce contexte-là, c'est-à-dire il y a aussi le fait qu'en fin de compte, il y a la représentation du comportement des enfants par les adultes. C'est dans le cas de la révolution culturelle que vous avez évoqué, c'est un peu différent parce que si je ne me trompe pas, il y a parfois des textes autobiographiques qui ont été écrits par des gens qui ont participé en tant qu'enfants et puis devenus adultes, ils ont eux-mêmes écrit presque des confessions parlant de leur propre passé. Je me demande s'il y a des textes de ce genre pour le XVIe siècle, mais c'est l'avantage de travailler sur le XXe siècle. On a toujours des possibilités et on peut même poser des questions à des gens, tandis que nous, on peut poser des questions à nos morts, mais sans forcément avoir des réponses. Voilà, donc c'était aussi, comme j'ai dit un peu dans la discussion, je pense que c'est bien de partir loin, mais c'est aussi parfois important de revenir chez soi. Hein. Il faut dire qu'un des administrateurs de collège, à un moment donné, m'a fait remarquer qu'il y avait 3 professeurs au Collège de France qui sont morts dans la Saint-Barthélemy. Hein. Donc il y avait un que vous avez mentionné qui a été tué, et un autre qui, je pense, est mort d'une crise cardiaque en regardant les événements, et une troisième, je ne sais pas exactement quoi, mais en tout cas, il y a eu des dégâts dans la maison. Donc ça, c'est aussi important parce que souvent, on a un peu cette tendance de normaliser ce qui est proche et de faire comme si ce qui est loin, disons géographiquement, est un objet exotique. Mais je pense que c'est aussi un peu le travail de l'historien de revenir de loin et de re-regarder avec un regard un peu différent ce qui semble être familier. Et là, je pense que c'est quelque chose qu'on a pratiqué avec pas mal de succès. C'était un peu le jeu des anthropologues pendant très, très longtemps, c'est-à-dire de quelqu'un comme, justement, dans cette maison, comme Claude Lévi-Strauss, qui revenait, je pense, avec un autre regard pour voir ce qu'était la société occidentale une fois qu'il avait été, par exemple, en Amérique du Sud. Mais là encore, pour l'époque moderne, je pense que c'est très important et très utile. Et finalement, pour revenir à nos 2 communications de la fin, pour ce qu'était l'Asie orientale et l'Asie du Sud-Est, je pense que c'était pour moi extrêmement enrichissant d'avoir ce cadre qui était donné dans le cas birman par le bouddhisme et les bouddhismes, je dirais. Donc, parce qu'il semble qu'il y a plusieurs variétés dans l'affaire. Et puis, ce cas, même pour moi qui travaille sur l'Inde, reste assez intéressant et assez différent, qui est la Chine. Parce que c'est vrai qu'on peut trouver un certain nombre d'éléments communs quand on parle, par exemple, de ce roi pivot. Ce roi qui est un peu à plusieurs visages, qui se présente comme ceci quand il est face aux bouddhistes tibétains, qui se présente comme cela quand il est face aux taoïstes, et ainsi de suite. Et je pense qu'on peut penser, et là je reviens par exemple aux travaux de quelqu'un comme Joseph Fletcher, qui a un peu traité cette question il y a 30 ans ou 40 ans. Ça, c'est quelque chose, parfois on peut dire que c'est puisé dans la tradition mongole. Cet aspect de Hakan qui se présente différemment par rapport à des groupes différents qui sont même dans sa cour.
D'ailleurs, là, c'est assez curieux de voir comment cette tradition mongole, qui est un peu partie dans plusieurs sens, qui est arrivée en Chine, qui est arrivée en Asie centrale, bien sûr, qui est arrivée en Inde, qui a même influencé les Russes. Mais cette tradition de comment fonctionne quand on est roi par rapport à la différence entre les populations. Et je trouve que c'est finalement assez intéressant de voir qu'il y a un développement plutôt différent. En Inde, par exemple, chez les Mongols, qui sont des descendants des Mongols, alors on pense que le roi est celui qui tient l'équilibre. Donc, il est celui qui fait ce qu'on appelle le etadal, qui vient du mot adl, donc qui est le roi juste et donc qui est censé faire peser les différents éléments qui sont dans son royaume. Et ça, bien sûr, implique aussi qu'il n'est pas censé prendre la part d'un groupe, même si que ce soit un groupe majoritaire contre les autres. Donc, il est censé être un peu celui qui tient cette espèce d'équilibre entre les éléments différents dans son royaume. Et là, le roi père qu'on trouve, ou l'empereur père qu'on trouve en Chine, c'est un peu ça, mais avec une saveur légèrement différente. Donc, pour conclure, pour dire quelques mots sur l'ensemble des choses qu'on a vues aujourd'hui, bien sûr, ça, c'est un sujet sans fin. Hein. Donc, si je reviens un peu à la liste des choses que j'avais mis au tout début pour proposer quelques thèmes, et si je regarde ce qu'on a fait par rapport à ce que j'avais songé d'une façon extrêmement ample. Bien sûr, on a parlé aujourd'hui, je pense, pas tellement de la naissance, mais certainement de la transformation des religions, des questions des religions qui ont beaucoup évolué et changé pendant l'époque moderne et aussi par rapport à l'époque médiévale. On a bien sûr parlé des questions de conversion et d'évangélisation, notamment aussi dans le cadre des empires. On a parlé, surtout le troisième thème était très très présent aujourd'hui, je crois. On a parlé beaucoup de religion et politique et de l'État et son rapport à la religion. J'insiste toujours qu'il n'est pas utile, à mon avis, d'essayer d'effacer ce mot religion de notre vocabulaire ou de faire ce que font parfois les gens paresseux, c'est-à-dire de mettre ça entre guillemets. Hein? Ça, c'est vraiment la tactique paresseuse de tout mettre entre guillemets, la religion en Chine au XXe siècle. Alors, ça sert à quoi en fin de compte? Hein? Donc, et finalement, on a aussi beaucoup parlé des rencontres, des malentendus et des conflits entre les religions, mais aussi sur les croisements, parfois ces espaces un peu gris, pas forcément très bien définis, comme pour revenir à cette espèce de métaphore que nous a donné Wendy Doniger, que les religions, en fin de compte, leurs frontières sont parfois un peu difficiles à cerner. On peut savoir ce qui est au centre, on peut voir en fait qu'il y a des croyances qui sont partagées, mais il y a aussi des croyances qui sont partagées par des gens qui appartiennent à une autre religion. Ça me fait penser toujours à une discussion qu'on a eue fort longtemps en Inde, où il y avait quelqu'un qui est venu nous parler du conflit israélo-palestinien. Et en fait, quelqu'un a dit que de son point de vue d'Indien, en fait, la différence entre les musulmans et les juifs était assez limitée, assez petite. Il n'y avait pas grand-chose comme différence. Et ça, c'était de son point de vue, de cette espèce de distance qu'il avait. Hein, et donc, du coup, ce qu'on appelle finalement une religion peut être dans un cas une religion ou 10 religions, si on veut. Ça dépend de comment on découpe les choses.
Voilà, donc juste quelques remarques. Comme je vous ai dit, je ne me sens pas capable de faire en quelques minutes la grande synthèse de ce qu'on a discuté aujourd'hui, mais je tiens particulièrement à remercier tous les gens, les participants venant de loin, de Boston, de Bangkok, mais aussi nos amis qui sont venus qui ont juste traversé la rue, mais qui ont fait aussi un grand effort pour nous aider dans notre réflexion aujourd'hui. S'il y a quelques remarques ou des questions, bon, je suis là, mais sinon, je vous remercie encore.